Bonjour à vous tous. Je vois que la pièce est remplie, donc en fait, autant commencer tout de suite. Ceux qui arriveront à l'heure seront des retardataires. On arrivera à les culpabiliser un petit peu. Et en plus, de toute façon, pour commencer, parce que tout le monde n'est pas nécessairement là, j'avais préparé un quiz. Donc on va faire le quiz tous ensemble. On va se chauffer un peu, en plus de la chaleur de la pièce. Ça me permettra d'être encore plus dans l'ambiance. Alors, qui a fait le tweet plutôt le plus liké au monde, à votre avis? Est-ce que c'est Elon Musk? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Obama? Est-ce que c'est le dirigeant de la Corée du Nord? On voit pas? Ah, voilà. À votre avis, alors, est-ce que c'est le A, le B, le C ou le D? Le B? Le A? Alors, qui vote pour A? Qui vote pour B? En fait, vous auriez pu presque avoir les deux parce que c'était en effet Trump qui avait le score. Il a été battu par Elon Musk, qui a réussi à dire que la prochaine fois qu'il achète Coca, il mettra de la coke, ce qui est un certain sens de l'humour, ce qui est vraiment surtout un vrai sens de la communication. On verra tout à l'heure en fait pourquoi aussi il faut savoir polariser pour pouvoir réussir à communiquer, y compris quand on a une marque de mode. Le deuxième, qui est un peu moins passionné, mais au moins aussi important, est-ce que vous savez ce que veut dire AGEC? Est-ce que c'est l'Assemblée Générale des écrivains cocus, l'avis global sur l'énergie centrifuge, l'anti-gaspillage de l'économie circulaire ou la réponse D? À votre avis? Alors, qui vote pour le A, pour le B, pour le C? Bravo. C'est en effet pour l'AGEC, qui n'est pas que pour la mode, hein, évidemment. C'est sur toutes les différentes économies qui ont besoin justement de ce côté seconde main, troisième main, ainsi de suite. On reviendra évidemment tout à l'heure sur cette partie essentielle. Alors, qui suis-je? J'ai eu un parcours que j'ai quitté maintenant il y a à peu près 2 mois, puisque j'ai monté une start-up qui s'appelle The Other Store, que j'ai revendue cet été. Depuis, j'ai 2 autres aventures. Une aventure qui me fait que je suis ici, puisque je suis le nouveau président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et le deuxième, c'est que j'ai monté aussi une start-up qui est sur un autre secteur, qui est sur le télétravail, et qui donc accompagne cette méga tendance pour pouvoir mettre en place le télétravail au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, je suis bien sûr ici sur la fédération et mon objectif va être en fait compte très simple. Je vais reprendre 3 boîtes très polarisantes, Shein, Patagonia et Dressix, pour reprendre en fin de compte avec ces 3 boîtes qui sont évidemment des succès à différents niveaux, puisque les marchés sont plus ou moins matures et les secteurs plus ou moins vastes. Mais entre les 3, il y a des clés de succès sur chacune d'entre elles. Et le but étant que vous, en tant que partenaire, vous, en tant que marque, vous puissiez vous dire, dans cette liste derrière de bonnes actions, lesquelles je peux prendre pour avoir une marque évidemment responsable, autant éviter de détruire la planète, avoir une marque qui va pouvoir s'internationaliser, parce qu'en fin de compte, les deux sont directement liés. Pour faire un parallèle, il y a 15 ans, quand j'ai lancé The Other Store, on se disait, est-ce qu'il faut faire de l'e-commerce? Maintenant, c'était évidemment une évidence. Maintenant, c'est est-ce qu'il faut être responsable? C'est la même évidence. Et donc, c'est aussi en étant responsable qu'on assurera son succès par la suite. Et la troisième, c'est en fin de compte comment être rentable. Parce qu'être responsable, c'est aussi prendre des points de marge. Donc, à vous et à nous de trouver justement comment on arrive à lier ce 3. Donc, je vais commencer en fait par parler d'un très gros méchant. En fait, c'est le diable incarné dans le secteur de la mode. C'est le diable incarné qui en plus est un rouleau compresseur démentiel. Parce qu'en termes de croissance, on a une société qui maintenant, si je tire le trait par rapport au chiffre de l'année dernière, fait le chiffre d'affaires de Zara plus de H&M cumulé en France. Donc c'est simplement Barjot qui a déjà acheté chez Shein ou qui connaît quelqu'un qui a déjà acheté chez Shein. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas la majorité d'entre vous. Si je vous disais Zara et H&M, en fait, tout le monde lèverait la main sans doute. En fait, là, on voit justement cette montée en puissance. Donc on voit que c'est que le début. C'est que le début, mais c'est déjà le site le plus fréquenté au monde dans la partie mode. Donc on a une puissance démentielle qui se voit dans les chiffres, puisque depuis 8 ans, c'est 100% de croissance. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette histoire en fait, de celui qui veut, en Chine, être récompensé d'un très bel acte qu'il demande. Et donc on lui demande sur un damier de mettre un grain de riz au début, puis 2 grains de riz, puis 4 grains de riz, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une loi exponentielle. Avec 100% de croissance depuis 8 ans, on est clairement dans cette croissance exponentielle. Ça amène derrière près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires désormais. Et un volume de nouveaux articles qui est démentiel, puisque c'est 8000 articles par jour, sachant que Zara, c'est 500 par semaine. Donc on n'est plus du tout dans le même écosystème. Et c'est une vraie complexité de comment c'est possible. Alors c'est possible déjà parce que c'est des conditions de travail qui sont simplement abominables.
avec une capacité qui est proche de l'esclavagisme, où en fait, quand on oblige à travailler les gens près de 75 heures par semaine, avec un seul jour de congé par mois, on n'est quand même pas dans un truc très cool. Donc, ce n'est pas du tout une boîte cool, et évidemment, je ne la mets pas en avant. Et ce n'est évidemment pas cette partie que je vais vous conseiller. C'est par contre tous les autres axes qui sont intéressants. Et un des premiers axes, en fait, c'est TikTok. Alors, pourquoi TikTok? Parce que le point commun entre Shein et TikTok, en fait, compte est flagrant. C'est-à-dire les méthodes de développement de TikTok sont exactement celles de Shein. Il y a un parallèle direct entre les deux. Et évidemment, Shein se base aussi sur TikTok pour asseoir sa croissance. Je vais rentrer plus en détail dedans. Donc, je reviens simplement sur TikTok. Qui est sur TikTok aussi ici? Ça commence à faire du monde. Est-ce que c'est hyper addictif? Alors, pourquoi ça marche aussi bien? Pour une raison assez simple. C'est, à la base, avant, il y avait le livre. Le livre, c'est bien. C'est un vrai travail intellectuel et c'est comme ça que je pense que j'ai vécu mes plus belles aventures. Et puis, un jour, il y a eu Netflix. Donc, Netflix, quand on a la plateforme, on y passe à peu près 2 heures par jour. Donc, évidemment, Netflix prend du temps dans la lecture. Et puis, un jour, en fait, il y a TikTok. Et TikTok, c'est simple, c'est pour l'instant 1h30. Et ils essayent de faire croire qu'ils essayent de bloquer. C'est drôle parce que quand on dit, en fait, on va bloquer TikTok, en fait, on bloque à 1 heure. Donc, on est dans un système où c'est tellement addictif, c'est tellement facile, c'est tellement émotionnel que c'est en train de tout démolir. Et cette partie addictive, elle est passée sur justement l'addiction qui est liée, à l'émotion qui est générée par la dopamine quand on arrive à tomber sur la plateforme et qu'on a des informations, et 2, par cette capacité il sait me parler à la fois dans ce que j'aime et en même temps dans ce que je déteste. Parce qu'il faut savoir aussi sur TikTok, il y a plein de trucs qu'on adore. À un moment, il y a un truc qui est what the fuck. Et en fait, c'est parce que on a un truc qu'on n'aime pas que ça nous réveille et qui fait qu'on la passe. Mais en la passant, on a remis une pièce dans la machine. Donc cette capacité de TikTok à anticiper le contenu qu'on a envie de voir, Shein, c'est de faire la même chose, tout simplement sur les vêtements. Et c'est basé sur 2 piliers qui évidemment vont ensemble. Un, d'un côté la data, 2, l'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce qu'il récupère cette data? À travers 2 niveaux. Un niveau qui va être les data macro, les data exogènes qu'on peut avoir un peu partout dans le monde. Et évidemment, Google, à travers Google Trends, en donne. Donc il y a cette capacité d'avoir ces data de 3e niveau qui permettent d'avoir tout cet environnement et de savoir comment les gens tapent sur Google un certain nombre d'informations. Et en même temps, à la fois dans leur appli et évidemment aussi sur le site, tout est traqué. Tout est traqué en direct, qui sait qu'en direct, on sait ce qui marche de ce qui ne marche pas. Ce qui fait que cette analyse de la data qui se fait à moyen long terme et à très court terme leur permet de, tous les jours, comme ils fabriquent tous les jours 8000 nouveaux produits, de se dire c'est quoi le produit qu'il faut, non pas dans une saison, mais simplement demain. Et comme ils arrivent à fabriquer en 3 jours, parce qu'ils ont une organisation lean qui est hyper efficace, ça permet dans tout cela d'avoir évidemment non pas la mode de la tendance, c'est la mode d'aujourd'hui. Donc c'est cette capacité méditative qui est utilisée à mauvais escient dans savoir profiter de l'instant présent. Et ceci est basé sur l'intelligence artificielle qui est capable d'analyser l'intégralité de cette donnée. Alors en France, est-ce qu'on peut le faire? Oui, parce qu'en fin de compte, si on n'a pas un environnement fermé et le volume qui correspond à Shein, on peut par contre avoir des startups qui nous accompagnent, y compris des startups françaises comme Content Square, comme EVK, une société dans laquelle j'ai investi, qui permet d'avoir des mannequins en fait, qui s'adaptent à la morphologie, qui en même temps récupèrent justement l'information qui est liée à cela. Et après, aussi d'autres très belles sociétés comme Euritech, qui là aussi récupèrent toute cette data. C'est une de mes volontés au sein de la Fédé, c'est de pouvoir créer des partenariats avec chacune de ces sociétés, et en créant des partenariats avec ces sociétés, de pouvoir bénéficier auprès de toutes les marques en fait, qui adhèrent de toutes les datas qui sont données à ce moment-là. 2e pilier essentiel, c'est celui du marketing d'influence. Faire bosser les autres gratuitement, en fait, c'est la meilleure façon d'être rentable. Et donc, travailler avec des influenceurs, c'est la même chose. D'autant plus que 70% des consommateurs considèrent que le produit qui est facile à acheter grâce aux réseaux sociaux, c'est la mode. Alors là, nouveau petit quiz. Savez-vous ce que c'est que le try on all? Est-ce que c'est essayer de tenue, essayer Paul en haut, donner son avis ou encore la réponse D? C'est en effet essayer une tenue. Avec cette capacité magique qui est, quand on voit Shein, c'est 43 milliards en fait, de tagages qui ont été faits. Donc on est déjà dans un volume qui est juste dément. C'est une boîte qui fait 10 milliards, donc derrière le ratio est quand même important, mais
on voit en fait l'importance démentielle que ça peut avoir sur TikTok. Et sur l'essayage, c'est quand même un 7e. Donc aussi, on est dans une très grande force. Et on le voit en fait dans l'impact démentiel qui est fait. Bah, en fait, on peut voir une quantité de vidéos démentielles, même en France, sur toutes ces influenceuses essentiellement, qui montrent en fait qu'elles ont acheté ça, puis 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 ça, pour 15 euros. Donc il y a une vraie volonté en fait de montrer en fait qu'on est fier. Là, évidemment, on est dans un truc en fait qui est pas très responsable. Mais souvenez-vous de la schizophrénie démentielle dans laquelle on est, en fait. Il y a avant-hier, on disait surtout, je ne vais pas regarder la Coupe du Monde du Qatar. Hier soir, tout le monde était devant la télé. Donc, en fait, ce côté d'ambiguïté, de schizophrénie, on le vit tous. Et c'est aussi pour ça que la Fédé est là, évidemment, pour justement travailler sur le vrai sens des actions qu'on doit lancer. Alors, pourquoi c'est gagnant-gagnant? Tout simplement parce que pour Shein, c'est évidemment la publicité gratuite et virale. Et pour les influenceuses, c'est des réducs. Donc, de toute façon, vu le taux de marge de Shein, à la fin, ils gagnent de l'argent. Donc il y a ce partenariat très fort en fait avec les influenceurs, et je reviendrai tout à l'heure dedans, que les marques peuvent utiliser, y compris des marques responsables, par exemple, comme Sheep, qui a cette capacité d'avoir des produits, une très bonne qualité, ainsi de suite, et qui là aussi travaille avec un certain nombre d'influenceurs, et avec aussi des hashtags, pour aussi pouvoir porter derrière un joli mouvement. Donc on peut reprendre évidemment la stratégie derrière de Shein pour l'utiliser pour sa propre marque. Ceci se fait à plein de niveaux. Je prends par exemple la société Monsieur T-shirt et on voit comment elle avait incité, je reviendrai en fait plus en avant sur le GC tout à l'heure avec Patagonia, sur cette capacité de dialogue qu'il peut y avoir avec toutes les personnes qui peuvent commander chez vous. C'est d'autant plus important qu'on voit que la partie live shopping est de plus en plus importante. Connaissez-vous la startup Whatnot? Alors c'est une startup, vous voyez en fait, où le volume de recherche se fait surtout depuis le mois de janvier de cette année. Donc il est normal pour la majorité d'entre vous que vous ne le connaissiez pas. Mais vous pouvez aller dessus et vous voyez comment un certain nombre d'influenceurs, quasiment de particuliers, parlent des produits et essayent, par le biais de live shopping, de vendre aussi des produits. On revient toujours sur cette base du commerce qui est souvent méconnue, parfois méprisée, qui est celle de la vente Tupperware. Isabelle Rabier, avec Joli-Moi, le fait aussi de façon extraordinairement qualitative. Là, on a aussi ce mouvement qui se met en place, qui a mis du temps, parce que je pensais qu'il allait se lancer il y a plus de 2 ans en France. En fin de compte, il ne commence à marcher que maintenant, mais il y a un vrai mouvement de fond qui est en train de se mettre en place et qui se voit à travers des sociétés en fait, qui le lancent en fait, aussi de façon plus corporate, par exemple comme Tommy Hilfiger, ou d'autres en fait, qui ont pu le faire en France. Tout ça revient en fait sur une partie sur laquelle je vais revenir plus, c'est quand on voit Cézanne et qu'on voit la croissance de Cézanne, on voit en fait la croissance d'Instagram. On voit comment la fondatrice de Cézanne a su être la fondatrice derrière, enfin l'utilisatrice plus exactement d'Instagram, et elle a monté l'escalator d'Instagram pour aussi développer sa marque et développer son personal branding. On reviendra aussi juste après sur le personal branding. En tout cas, on voit qu'il y a eu une partie influenceur qui faisait en fin de compte de la publicité, y compris de la créatrice de Cézanne pour Cézanne. Maintenant, on est dans un autre environnement. On voit derrière en fait, tout ce qui peut se faire sur le métaverse. On voit aussi que sur les réseaux sociaux, il y a un autre écosystème qui se fait. Et c'est en créant sa marque et en comprenant sur quel écosystème je peux être qu'on arrivera nécessairement à l'attirer au-delà de ce qu'on peut avoir sur Instagram. Voilà pour tout ce qui est ultra fast fashion. Et il faut reprendre 2 choses. 1, c'est de l'innovation. 2, c'est du lean management. Et les 2 permettant dans l'innovation d'avoir de la data, de l'intelligence artificielle, et dans l'organisation, d'avoir une organisation tellement rodée, telle que l'avait Zara, en fin de compte, de pousser encore plus ces extrêmes pour avoir quelque chose aussi qui fonctionne, pour avoir autant de volume. Pour continuer justement dans le lean management et donc dans la qualité qui va avec, allons justement plutôt du côté angélique, qui est la marque Patagonia, avec cette super publicité qu'ils avaient fait pendant le Black Friday. Donc, dans le côté de n'achetez surtout pas Patagonia, on a derrière ce très bel oxymore l'emblème de l'outdoor. Et l'emblème de l'outdoor, c'est bien sûr un succès. On voit une société qui fait 1 milliard d'euros, qui a un e-commerce qui fait 25% de son CA. Donc on est dans les ratios, par exemple, de ce que peut avoir Bache, qui a auprès de 30%. Et on a un phénomène de ce que j'aime toujours, et c'est aussi comme ça qu'il faut développer sa marque, qui est celle de la méga tendance. Il y a une méga tendance, par exemple, de la réindustrialisation. On le voit, et la BPI, justement, le porte beaucoup, de comment est-ce qu'on arrive à réindustrialiser la France. Et dans la relocalisation, là aussi, la Fédération a beaucoup d'actions. Eh bien, on voit, par exemple, dans la méga tendance de l'outdoor, du Gorpcore, on voit aussi comment le marché s'est développé et comment les recherches, là, cette fois-ci, sur Google, elles ont clairement explosé pour être maintenant à plus de 30 000 par mois.
Donc en comprenant dans sa marque quelle est la méga tendance qui existe, on voit aussi vers où on est. Et là, par exemple, il suffit d'aller dans une sortie d'école et de voir le nombre de gamins qui ont désormais des joggings et non plus des jeans pour comprendre qu'il y a aussi une autre tenue, par exemple, qui se crée avec des méga tendances qui se feront avec le temps. Cette méga tendance, elle n'est jamais limitée à son secteur, et l'exemple même est la confusion qu'il peut y avoir d'un côté dans le luxe et dans cette méga tendance. Donc, c'est là où on voit la méga tendance est tellement forte qu'elle va casser tous les silos en fait, qui peuvent exister. Et là, on est là dans la meilleure démonstration de l'importance des méga tendances qu'il va falloir suivre. Cette méga tendance, elle va bien sûr dans l'entreprise à mission, puisque là aussi, c'est une nouvelle façon de considérer son entreprise, qui est évidemment essentielle. Et pour considérer cette mission, il faut avoir la deux parties, durabilité et réparation, ce que évidemment fait très bien Patagonia, avec une vidéo qui ne se lance pas, donc je vais la passer. Et une autre partie qui est au-delà de la réparation, d'aller dans la qualité du produit. Ce qu'on a, par exemple, évidemment, avec Bonne Facture, avec cette volonté d'aller plus loin que des produits bio, elles vont carrément dans des fibres naturelles. Donc à ce moment-là, quand je suis un acteur, quand je suis un consommateur et que je veux vivre la mode et que je veux la vivre vraiment, je sais que quand je vais acheter ce produit, en fin de compte, au-delà de la qualité, je vais acheter aussi une mission. Je vais acheter une qualité, je vais acheter un emblème qui va aller au-delà du label, qui va aller dans le cœur du produit. Et c'est ceci aussi qui permet évidemment de pouvoir tirer sa marque. Cette responsabilité, il faut aussi bien sûr en parler sur les réseaux sociaux, comme le fait aussi Patagonia. Et il faut aussi trouver des partenaires qui sont capables de vous accompagner. Parce que du jour au lendemain, pouvoir se lancer, c'est en fait impossible. Je l'ai vu par exemple, et c'était la mission de The Other Store, quand on s'est lancé en 2007, beaucoup d'acteurs n'avaient jamais fait d'e-commerce. Et c'est pour ça que j'avais proposé à ce moment-là, il y a 15 ans, un système qui proposait tous les métiers. Maintenant, ça n'aurait plus nécessairement de sens, puisqu'il est facile de trouver de nombreux partenaires sur toutes les verticales. Mais à l'époque, c'était essentiel. Et là, on peut retrouver de nombreuses sociétés, que ce soit Foam par exemple, ou encore Tilly, Foam pour gérer la seconde main, ou Tilly pour, par exemple, gérer cette réparation. Et une fois qu'on arrive à avoir tous ces piliers d'entreprise à mission, que ce soit la durabilité, la réparation, ou encore, comme a pu le faire Patagonia, une partie de ses bénéfices ou de son chiffre d'affaires qui est reversé avec 1% pour Patagonia, qui est devenu en plus 1% pour la planète, eh bien, on peut réinventer aussi son business model, parce qu'en réinventant son business model, qu'on va sortir des systèmes qui existaient avant. Les systèmes existaient avant, c'est je faisais une collection, je la propose pendant 6 mois et après je la mets 6 mois dans les boutiques. On voit bien qu'à l'époque de Chine, où on fabrique des 8000 produits tous les jours, en fait, ça ne tient plus. Donc ceci invente aussi une nouvelle temporalité qui se met en partie justement dans toute la mode à la demande qui se crée. C'est évidemment des sociétés comme Asphalt maintenant qui ont très bien réussi leur coup parce qu'ils font maintenant 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou encore des Patines qui ont juste un track record démentiel, ou bien sûr Opal qui fait partie des marques qui sont accompagnées par la Fédé avec le programme Talent. Donc on a à travers cet écosystème cette capacité à réinventer son business model, sachant que ça ne change pas tout. Parce que quand il y a des taux de retour sur un produit, en fin de compte, ce produit, il revient en fait en stock. Donc faire de la mode à la demande, ce n'est pas faire une mode sans stock. Ça n'existe pas une mode sans stock. C'est juste une autre façon de considérer son business model avec d'autres trésoreries, avec d'autres cadencements. Et ce qui marche, c'est encore la même chose que pour Shein, c'est la qualité du management, c'est le lean management qui va avec. Alors, il y a plein d'autres exemples que je pourrais donner, comme par exemple Sio Payette. Mais pour avoir un vrai boom dans ces sociétés, je reviens sur ce que j'ai pu montrer sur Shein, et c'est pour ça que je réinsiste, puisque c'est la clé du succès. La clé du succès, c'est justement, quand on a sa mission, pour savoir si elle marche, la seule façon de savoir si elle marche, c'est de pouvoir avoir le retour de son public. Si les gens achètent, c'est un premier engagement, mais si les gens parlent de vous, c'est bon, c'est gagné. C'est parce que, à travers ce qu'ils vont dire, vous allez comprendre si votre message est clair. Et si eux-mêmes s'engagent auprès de leur communauté, c'est qu'ils sont eux-mêmes ambassadeurs de votre marque. Donc ça veut dire que votre mission est claire, vos produits sont de qualité. Et donc, au-delà de l'achat, le vrai but, c'est de se dire comment je vais moi-même créer un storytelling qui va être clair, qui va donner envie de parler aux gens. Et les gens sont tellement fiers de mon produit qu'eux-mêmes, justement, vont créer ce contenu. Quand on crée cette forme d'économie circulaire, non pas sur le produit, mais à ce moment-là sur le contenu, c'est cette économie circulaire qui fera le succès de votre société. Et c'est grâce à ça qu'à partir du moment où sur votre site aussi, vous savez montrer l'importance justement de cette communication, que vous arriverez à avoir de la publicité gratuite, comme Shein sait le faire. Pas du tout avec les mêmes bases, qui sont celles plutôt de l'entreprise à mission. Ce n'est pas sur le prix, ce n'est pas sur le parti justement du diable
qu'on a tous dans l'être humain, très ambigu, si au contraire sur quelque chose de très positif que chacun d'entre nous, justement, arrive à gérer. Alors ça aussi, les marques françaises arrivent à très bien le faire. Je prends par exemple Bonne Gueule, qui a toujours creusé ça, avec encore une autre façon, qui est aussi très élégante de leur part, puisque par exemple, quand j'ai ici, alors c'est évidemment difficilement lisible à distance, mais ici, on a sur la fiche produit le service client. Donc on voit les questions du client. Et ces questions des clients, évidemment, donnent une information encore plus complète que ce que n'importe quel vendeur pourrait vous donner. Puisqu'à travers toutes les interactions qu'il y a ici, il y a à ce moment-là cette capacité de comprendre vraiment pourquoi ce produit est bien, avec un dialogue qui se fait entre les clients et avec la marque, qui va donner une véritable encore économie circulaire, cette fois-ci, du contenu. Donc les avantages, ils sont extrêmement forts dans l'authenticité, dans l'engagement, évidemment dans la conversion, parce que quand on achète, c'est tout simplement parce qu'on a confiance dans le produit. Il vous plaît, il est beau en termes de style, et en plus, vous êtes convaincu d'ailleurs de la qualité, vous êtes convaincu de la mission qui existe. Et c'est pour ça que chaque fois que vous travaillez sur ces sujets-là, la conversion va systématiquement augmenter. Alors ceci se travaille à travers évidemment la communication qu'on peut avoir au sein de la Fédé. Ceci se travaille aussi de façon professionnelle. Il y a l'école Run qui existe en Chine, qui est simplement démentielle, 380 millions de levées pour pouvoir la développer, ou encore d'autres sociétés comme Follow, qui en France justement accompagnent un certain nombre d'influenceurs pour pouvoir professionnaliser ce système qui est encore un peu dans le Far West, mais qui mérite clairement d'aller beaucoup plus loin, parce qu'il est un vrai boost derrière de chiffre d'affaires. Pour finir justement toutes ces stratégies sur la bonne création de contenu et cette capacité à pouvoir le lancer, pour finaliser justement cette action que vous allez avoir avec vos consommateurs et de l'autre côté vos influenceurs, c'est vous. C'est vous-même vous mettre en avant. Et vous mettre en avant, c'est évidemment ce que fait Yvon en se mettant encore en tête de sa newsletter. Donc on voit comment le fondateur se met en avant, quasiment dans une position de gourou. Donc on est à un moment au-delà justement de ce qu'il peut y avoir simplement dans une forme d'éducation, on devient aussi derrière un exemple du développement de sa société. Contenu qui est utilisé évidemment par Chanty Biscuit, par encore Justine ou encore Anthony pour chacune de leurs marques respectives. Est-ce qu'on connaîtrait aussi bien Respire, aussi bien Feed en fait sur leurs fondateurs? C'est sûr que non. Ils ont nécessairement porté des valeurs, un message. Parfois, c'est avec un niveau de sport qui est hallucinant comme Justine, ou des messages en fait extrêmement binaires en fait quasiment en fait dans la présentation, mais ça marche. Voilà. Donc c'est là où vous allez cliver, et en clivant, vous allez aussi capter une partie de votre clientèle. On pourrait le redonner aussi sur Loom. D'ailleurs, il y a un article dans une tribune très intéressante de la fondatrice de Loom, enfin la cofondatrice de Loom, qui justement est très engagée dans sa marque. Et c'est aussi un véritable exemple, en fin de compte, qu'elle donne dans sa vision très personnelle, justement, de la mode, qui porte, évidemment, pour sa mode, pas pour 99% de ce qui se fait sur le marché. Il n'empêche qu'elle va tirer justement une partie du marché grâce à la qualité de sa parole. Et une fois que vous êtes devenu, d'une certaine façon, un gourou, vous pouvez tirer votre communauté. Et la tirer avec qualité à partir du moment où vous êtes bien sûr aussi une entreprise à mission. Donc tirer de là et puis trouver justement cette capacité à pouvoir tirer les gens à travers le club que vous allez monter, que ce soit par exemple sur Colorful Standard ou encore bien sûr sur une marque française comme From Schutzer. Et une fois que vous avez ça, en fait du contenu, vous en faites tout le temps. C'est-à-dire un bon compte LinkedIn, c'est grosso modo un post tous les 2 jours. Là, dans la longue traîne de Ipsy, la marque de cosmétiques, j'ai fait cette copie d'écran il y a 3 jours. En l'espace de 4 heures, ils avaient fait 1, 2, 3, 4 vidéos sur YouTube. Donc ils tapent, et tout le temps, ils ont du contenu. Et en ayant tout le temps du contenu, c'est cette répétition qui amène la qualité. Parce que quand on doit faire tout le temps la même chose, en fait, à la fin, on le fait bien. Enfin, un jean Levi's, en fait, c'est un jean en somme toute de qualité, parce qu'il est fait à tellement de millions, voire même de milliards d'exemplaires, à la fin, il est bien fait. D'où cette importance du volume pour réussir. Et puis, quand on le fait, sur Internet, on est dans ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire à un moment, les gens vont tomber sur vous parce qu'ils taperont un mot bien particulier, il n'y a que vous qui parleront de vous. Donc, je vous ai donné 2 exemples dans la mode. Un, l'ultra fast fashion. 2, la mode responsable. Évidemment, je vous invite à faire partie du 2e camp. Et dans cela, vous avez tous les bases pour pouvoir réussir. Innovation, responsabilité et plutôt relocalisation, parce que pour réussir aussi tout ça, il faut être dans du cycle court. Et donc, ce cycle court est aussi une base de la réussite de tout ce que vous pouvez développer. Et puis, il y a aussi l'avenir. L'avenir, c'est ce qu'on peut avoir dans les pièces à côté, à travers le métaverse.
Et donc, je voulais finir cette intervention sur quelque chose de simple. Cette simplicité, c'est moi qui, dans mon salon, comme je suis le président de la mode féminine, vous pensez bien en fait que c'est ma façon en fait implicite de pouvoir vous montrer comment ce que je peux donner en robe. Et donc, on a cette capacité d'aller beaucoup plus loin à ce moment-là. Et cette capacité d'aller plus loin, elle se fait par exemple avec cette société que j'ai connue, je crois, il y a à peu près 3 ans grâce à Landam, qui m'a montré comment on pouvait à ce moment-là avoir quelque chose de beaucoup plus fort dans un univers virtuel. C'est là où je me suis vraiment aperçu que j'étais un vieux con. Parce que je travaillais dans l'e-commerce depuis à ce moment-là, en fait, presque 12-13 ans. Donc je connaissais très bien le secteur, ça faisait 20 ans que j'y avais mis un pied, et je ne l'avais pas vu. Alors je ne l'avais pas vu, un, parce que je ne jouais pas assez aux jeux vidéo, et deux, je n'avais pas imaginé, en fin de compte, l'immensité de créativité qu'on pouvait avoir grâce au virtuel. Le côté, en fait, sans limite qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et pourtant, parce que le premier jeu vidéo que j'ai eu, je pense que la majorité des personnes dans la salle n'étaient pas nées, parce que la première fois que j'ai joué aux jeux vidéo, je pense que c'était à peu près en 1980, ouais, en 80, je pense. Donc, c'est quelque chose en fait qui s'est développé avec Atari, qui n'a fait que augmenter, en fin de compte, qui occupe une grande partie de notre quotidien, parce que c'est près d'1h30 à 2h30 de temps passé sur les jeux vidéo tous les jours. Et c'est évidemment des métaverses partout. Alors des métaverses plutôt du Web 2, c'est-à-dire des métaverses du type Fortnite qui se sont développés. Mais ça fait juste un pognon de dingue. Un pognon de dingue à travers près de 170 milliards de chiffres d'affaires en fait générés, 3 milliards de joueurs dans le monde. Donc on est 8 maintenant. Hein. Donc la quantité de personnes qui jouent en fait est phénoménale. À votre avis, c'est quoi la moyenne d'âge ? 20 ans, 25, 30, 50 ? C'est 37 ans. Est-ce que c'est plus d'hommes ou plus de femmes ? C'est 60% de femmes. C'est parce qu'il y a Candy Crush. Alors, en fait, dans des jeux comme Call of Duty, effectivement, League of Legends, en fait, on est dans un côté plus masculin. Quand ça fait pampan, etc., évidemment, c'est plus les hommes. L'autre côté, dans une autre forme plus ludique, comme on peut l'avoir pour Candy Crush, c'est un peu caricatural, mais en fin de compte, c'est plutôt ça. Là, il y a un côté très féminin qui se fait. En tout cas, c'est pas du tout du geek de 16-17 ans qui joue sur sa PS5 matin, midi et soir. On est dans un autre écosystème qui est beaucoup plus large et beaucoup plus présent qu'on ne peut le penser. Et là encore, je vous invite justement à aller dans les métaverses qui sont à côté, à travers toutes les sociétés, ne serait-ce que Danae, que j'ai vu par exemple dans le secteur de l'art. On a un apprentissage qui est démentiel à ce moment-là. Parce qu'on voit vraiment cet envers des possibles qui est faisable. Envers des possibles sur un marché qui juste explose. Puisque c'est près de 9% de plus tous les ans. Alors je reprends le secteur de la mode. Hein. Depuis 2008, c'est moins 25%. Les jeux vidéo, depuis, c'est 10% de plus tous les ans. Donc ce mix entre les deux fait que la mode virtuelle, on n'y pense pas trop. En fait, elle existe déjà, parce que chaque fois qu'on achète des skins, comme par exemple Adriana Grande, après son concert sur Fortnite, chaque fois qu'on achète ces vêtements, il y a de la mode virtuelle qui est vendue. Elle est vendue pas pour exactement les mêmes raisons que celles qu'on peut avoir, parce que nous, on se protège aussi du froid. On a quelque chose en fait qui est dans une forme de sensualité en fait derrière clairement dans le produit qu'on ne peut pas vivre sur un jeu vidéo. Mais fondamentalement, c'est la même chose, parce qu'on recherche à avoir une singularité par rapport aux autres. On veut être reconnu dans le jeu vidéo, de même que quand on achète un produit, on veut être aussi reconnu dans la rue, on veut être considéré par ses collègues, on veut être admiré par ses chéris, par ses enfants, et ainsi de suite. Donc cette singularité, elle est déjà travaillée dans le monde virtuel, et elle est travaillée à travers aussi des mannequins, qui ne sont plus nécessairement les mêmes. Puisque là, ça va être aussi des influenceurs qui vont être simplement virtuels. Alors on se dit, mais pourquoi ? En fait, quel est le sens de regarder quelque chose de virtuel ? Vous allez voir, on a regardé la Coupe du Monde, après on va aller voir Avatar 2, justement à partir du 14 décembre, et on va voir comment cette virtualité, en fin de compte, elle peut aussi apporter beaucoup d'émotions, que ce soit dans le rire, que ce soit dans les larmes, etc. Et cette capacité à pouvoir se développer, elle se voit par exemple sur Instagram, il y en avait 9 en 2015, et en l'espace de 7 ans, maintenant il y en a plus de 200. Est-ce que ça marche ? Oui. Ça marche parce que chacun d'entre eux, alors ils sont évidemment peu nombreux au regard des millions d'influenceurs qu'on peut avoir de l'autre côté, mais en termes de taux d'engagement, on est largement là, on est
en général à peu près à 50%, voire le double, voire même plus, en fait, en fonction du nombre de followers. Donc, quand il y a un taux d'engagement derrière quelque chose de virtuel, c'est qu'il y a une véritable émotion qui s'est faite. Parce que si derrière Caroline Receveur ou Louis Tillman, quand j'achète leur marque ou quand je vois leurs produits, j'ai envie de cliquer, c'est normal, il y a une projection qui peut être en fin de compte très identitaire et qui va se faire et c'est pour ça que je vais liker. Quand on est sur un influenceur virtuel, c'est autre chose derrière qui a une dynamique. Et ces dynamiques, elles montrent qu'on est capable, à travers notre imagination, d'aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'on vivait simplement dans un livre, on lisait des caractères, on vivait une histoire, on le voit aussi dans cette virtualité, on est capable d'aller au-delà. Et aller au-delà, c'est aussi vouloir vivre la mode qui correspond. Alors cette mode, elle se fait évidemment à travers ce mot qui est maintenant devenu beaucoup plus usuel, qui est celui des NFT, avec des évolutions en fait aussi assez diverses. Alors il y a un livre blanc, d'ailleurs, qu'on va coécrire avec le défi, qui va parler des métaverses et qui va parler des NFT. Et ce travail va se faire justement dans tous ces cas d'utilisation qui vont au-delà justement de ce qu'on peut avoir dans l'art et dans cette pseudo-spéculation qu'on a pu voir pendant une forme d'épiphénomène l'année dernière, qui va maintenant dans quelque chose de très pragmatique et très utile. Et c'est là aussi où c'est intéressant pour nos marques actuelles, parce qu'en comprenant ces canaux, on arrive, comme Cézanne aussi, à comprendre le canal de diffusion qu'il peut y avoir aussi après. Mettre en place une carte de fidélité, c'était super il y a 20 ans, et c'était quasi révolutionnaire parce que très peu de marques le faisaient. Mettre en place un système de NFT qui va permettre aussi à chacun de vos clients de pouvoir vivre la marque, c'est une autre aussi façon de le concevoir et qui va vous permettre d'avoir un suivi à la fois de la matière, puisque quand la matière justement est taguée et qu'on arrive à la suivre, on a clairement une traçabilité qui est beaucoup plus forte, ou aussi un système de fidélisation qui sera différent. C'est bien sûr du marketing, c'est ce qu'on voit d'ailleurs le plus sur le marché. Évidemment, quand Carrefour achète pour 400 000 € de terrain sur des Centraland en disant qu'ils vont sortir un supermarché, il y a 0 supermarché 6 mois après, et c'est normal. L'effet de com qui a existé à ce moment-là pour montrer que Carrefour est une boîte moderne est largement réalisatrice en termes de bénéfices. Ça lui permet de montrer justement comment ça fonctionne et pourquoi justement Carrefour est une société moderne et digitale, parce qu'elle a investi à ce moment-là pour acheter du terrain. Il y a cette partie de marketing qui permet aussi d'aller plus loin, parce que aussi quand on transforme ce marketing en de la com dans des tokens qui vont permettre d'aller à des soirées, qui vont permettre d'avoir des doubles produits, qui vont pouvoir de voir un produit qui marche bien en termes de com et qu'on va fabriquer par la suite et qui permet d'être fabriqué dans le vrai monde, alors on arrive à avoir du marketing qui crée évidemment aussi des produits qui vont créer du business. Et je pense qu'on voit le succès des boîtes comme Nike ou Adidas, qui sont avant tout des boîtes de marketing et qui arrivent évidemment à créer du succès. Elles ont été bien sûr les premières à se lancer. Il n'est pas étonnant que l'une d'entre elles ait acheté justement cette société pour aller plus loin. La boucle est bouclée dans cette capacité de la communication, le contenu arrive à déployer une mission, arrive à déployer derrière un engagement, et c'est cet engagement aussi qui va créer la vente. Tout ce que j'ai pu vous dire avant à travers Chine, avec les hashtags, ou à travers l'UGC, l'IJC, beaucoup plus positif et responsable qu'on pouvait avoir chez Patagonia, on voit aussi comment, au niveau de l'innovation, on peut aussi poursuivre la chose. La complexité, évidemment, c'est de comprendre comment là, je m'y lance maintenant pour pouvoir réussir à bien fonctionner d'ici 3, 4, 5 ans. D'où l'intérêt aussi d'aller voir toutes les entreprises qui sont à côté, parce qu'elles se sont lancées non pas maintenant. En fait, je prends encore la discussion que j'ai pu avoir tout à l'heure avec Danaoé. C'est une historienne de l'art, en fin de compte, qui voulait le lancer en 2018. Donc elle a 4 ans d'avance sur chacun d'entre nous dans la connaissance réelle qu'on peut avoir en ce moment du Web3 ou des métaverses. Donc c'est en étant accompagné de toutes ces sociétés qu'on arrivera justement à aller beaucoup plus loin. C'est évidemment ce qu'on va vouloir faire aussi au sein de la Fédé toutes ces prochaines années. Et cette capacité virtuelle à avoir justement une autre temporalité, elle va s'accentuer avec encore un autre phénomène. Ce phénomène, et ça va être le game changer, ça va être le toucher. Puisqu'il y a des choses qui se sont faites déjà en fait, dans le web, je vous parle très longtemps, c'était en 97 où France Télécom, donc c'était même pas Orange en fait, c'était pas les PTT en fait, c'était entre les deux. France Télécom avait des systèmes qui nous permettaient de sentir les odeurs. Et donc on avait sur le web cette capacité de sentir un certain nombre d'odeurs et c'était assez efficace, mais en fait tout le monde s'en foutait. Par contre le toucher est quelque chose d'essentiel. Et ce toucher, je pense, sera le game changer à travers toutes ces industries. Parce que du moment où on aura le toucher en plus, alors on arrivera à avoir quelque chose qui va être beaucoup plus forte dans les métaverses au moment des réunions, dans des opérations d'apprentissage, parce que quand je veux apprendre à faire quelque chose, à utiliser un outil,
je peux le conceptualiser dans mon cerveau, mais en fait, tant que je ne l'ai pas touché et que je ne l'ai pas saisi, mon cerveau, de façon neuronale, n'a pas réussi à l'enregistrer. Donc résultat, le jour où il y aura le toucher dans tous ces métaverses, on sera sur le point de bascule, qui fait qu'au-delà de la com en ce moment et des premières applications qu'il peut y avoir, comme par exemple la traçabilité et le paiement, on aura quelque chose qui permettra d'aller beaucoup plus loin. Et la marque que vous aurez su développer et qui aura eu cet effet d'apprentissage pourra justement exploser. Je reprends encore Chine. C'est une société qui a compris maintenant, il y a près de 8 ans, l'intérêt de TikTok, l'intérêt de l'intelligence artificielle et de la data. Patagonia qui a compris l'intérêt de la responsabilité. Chaque fois que vous avez un coup d'avance, y compris sur cela, pas nécessairement dans le métaverse, simplement dans la capacité de comprendre la blockchain, la virtualité, l'interopérabilité et tous les phénomènes en fait, justement, qui finissent par T, eh bien, vous avez cette capacité à pouvoir avoir une croissance sur les 5-10 prochaines années, ce qui est évidemment le focus qu'on doit avoir quand on crée sa boîte. On ne fait jamais un succès en 1 an ou 2, on fait toujours son succès en minimum 10 ans. Donc pour conclure, sur cette image de HAL de 2001, vous voyez qu'à travers la responsabilité, à travers l'organisation, la clé du succès, c'est l'innovation. Donc c'est cette capacité à pouvoir innover. Et pouvoir innover, c'est un mix entre faire confiance à des ingénieurs, et de comprendre à la fois entre les signaux faibles et les signaux forts vers où il faut diriger vos sociétés. Les signaux forts, ils sont en fin de compte très clairs. C'est d'un côté la relocalisation, donc de comment travailler sur des cycles courts pour pouvoir justement avoir une réactivité très forte avec son client. Le deuxième, c'est la responsabilité, parce qu'on ne peut pas envisager, évidemment, dans des dimensions morales en fait, et éthiques, mais même pour son business, un business sans la responsabilité qui va avec. Et 3, l'innovation. Parce que si on n'a pas l'innovation, on n'a pas de data, on n'a pas derrière d'intelligence artificielle, on n'a pas de communication. Donc, en fait, on n'a pas de business. Voilà. Merci beaucoup.